Bonjour tout le monde. Voilà, on continue notre aventure dans les voies métaboliques. Et après avoir vu la néoglucogénèse et le métabolisme du glycogène, sa biosynthèse et sa dégradation, dans ce cours, on va voir un peu une voie spéciale qu'on appelle la voie des pentoses phosphates. Cette voie des pentoses phosphates, on l'appelle aussi la voie du phosphogluconate. C'est une autre voie métabolique du glucose. Mais contrairement aux voies classiques de glycolyse ou de dégradation du glucose, cycle de Krebs et chaîne respiratoire, cette voie ne produit ni ATP ni NADH. Par contre, elle permet de générer du NADPH. Celui-ci est indispensable aux réactions réductrices de biosynthèse, en particulier lors de la synthèse des acides gras et des stéroïdes, comme on le verra un peu plus tard dans le métabolisme des lipides. Cette voie aussi sert à la lutte contre l'accumulation des espèces relatives de l'oxygène produites par la mitochondrie. Dérivés réactifs qu'on a vus précédemment dans le métabolisme des glucides. En plus du NADPH, la voie des pentoses phosphates fournit du ribose 5-phosphate, qui est un précurseur de la synthèse des nucléotides, des acides nucléiques et de coenzymes. Cette voie, elle est présente essentiellement dans le cytosol des cellules, des glandes mammaires, du tissu adipeux, du foie et du cortex cérébral, et rarement dans les cellules musculaires. Donc il est un peu partout, on la trouve partout cette voie, malgré qu'elle n'est pas énergétique, mais comme je viens de le dire, elle peut donner lieu à des composés très importants qui peuvent servir à la cellule, notamment dans les voies de biosynthèse, et je parle ici du NADPH et du ribose 5-phosphate. Cette voie, comme vous le voyez, elle est attachée à la glycolyse. On voit la glycolyse ici en rouge. Voilà. Avec les voies de fermentation, lactique d'un côté et la voie alcoolique, on a vu précédemment dans le cours, donc le métabolisme glycidique. Et ici, la continuité de la glycolyse vers le cycle de Krebs. Alors on voit ici cette voie qu'on va voir aujourd'hui en détail, la voie des pentoses phosphates, et qui est ici en bleu, et qui est reliée directement à la glycolyse. Donc le point de départ de cette voie est le glycose 6-phosphate, comme on va le voir tout à l'heure. Donc retenez bien, une voie attachée à la glycolyse et qui produit des composés très importants, le ribose 5-phosphate et le NADPH, qui sont tous les deux utilisés dans les voies biosynthétiques, à la fois des acides nucléiques pour le ribose phosphate et des acides gras pour le NADPH, comme on va le voir un peu plus tard dans le métabolisme des lipides. Alors, revenons à cette voie et aux particularités justement de cette voie métabolique. D'abord, c'est une voie qui nous permet de passer des exoses, des C6, au C5. C'est une voie qui existe chez tous les êtres vivants, notamment tous les eucaryotes et toutes les bactéries. C'est une voie, comme je l'ai dit, qui se passe dans le cytoplasme et qui n'a pas besoin d'oxygène. Et c'est une étape commune à la glycolyse. Donc j'ai dit le point commun, le point de départ pour cette voie des pentoses phosphates est le glucose 6-phosphate. C'est une voie oxydative, comme la glycolyse, comme le cycle de Krebs, comme la chaîne respiratoire, mais ici, elle va utiliser un coenzyme particulier, non pas le NADP+, mais le NADP+, pour produire, bien sûr, le NADPH, H+, du ribose 5-phosphate et de l'érythrose 4-phosphate, ce sucre à 4 carbones qui va nous servir donc dans la biosynthèse des acides aminés, notamment aromatiques. Le NADPH, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va servir dans la biosynthèse des acides gras, du cholestérol, et il va servir aussi à réduire le glutathion, cette molécule triacide aminé qu'on a vue précédemment,
et qui joue un rôle très important pour protéger les cellules contre les dérivés de l'oxygène. Deux enzymes particulières qu'on va utiliser lors de cette voie, des transcétolases et des transaldolases. Donc on va voir un peu le mode de réaction de ces deux types d'enzymes. Mais il y a dans cette voie deux étapes, si vous voulez, une voie oxydative et une voie de conversion de toutes ces molécules donc oxydiques qui vont se convertir les unes dans les autres. Et on va, par exemple, passer de 2 pentoses à un triose d'un côté et un neptulose de l'autre. On peut passer aussi du C3 et C7 qui vont se convertir en un C4 et un C6, etc. Donc la cellule, suivant les besoins et du type de molécule dont elle a besoin, il va faire telle ou telle conversion grâce à cette voie des pentoses phosphates. Donc retenez bien, c'est une voie oxydative, mais ce n'est pas une voie de pure énergie comme la glycolyse, mais au contraire, c'est une voie qui va permettre à la cellule de synthétiser pas mal de composés très importants pour sa vie. Alors voyons voir, comme la glycolyse, elle a son rôle métabolique principal dans la production d'ATP, mais la voie des pentoses phosphates a le rôle métabolique de produire un pouvoir réducteur, le NADPH, pour les réactions anaboliques, en oxydant le glucose 6-phosphate. Donc le point de départ de cette voie, c'est le glucose 6-phosphate. En plus donc, des intermédiaires et produits qui sont à la base de la biosynthèse d'importants métabolites nécessaires à la biosynthèse de l'ADN, de l'ARN et d'autres molécules. Donc retenez bien, une voie attachée à la glycolyse et qui donne lieu à des précurseurs très importants dans les biosynthèses. Alors la question qu'on peut se poser ensemble, pourquoi cette voie utilise-t-elle du NADPH et non pas du NADH, comme les autres voies de catabolisme et d'oxydation? Prenons par exemple une réaction catabolique. Pour qu'elle puisse avancer, il faut que la concentration du NAD+ soit forte et celle du NADH soit faible. Et dans le cas contraire, c'est la réaction inverse qui va avoir lieu. Par exemple ici, le passage du glycéraldéhyde 3-phosphate, ici, à l'acide 1,3-biphosphoglycérate, nécessite du NAD+. Donc, suivant que le NAD+, se trouve dans la cellule en grande quantité, on va vers le sens de l'aldéhyde vers l'acide. Et si c'est le NADH qui est en grande quantité, on va dans la réaction inverse. Donc, c'est le rapport NAD+, NADH qui va donc orienter les réactions métaboliques de catabolisme. Par contre, pour une réaction anabolique, un réactif, par exemple, grâce au NADPH, il va donc prendre le pouvoir réducteur de ce coenzyme réduit pour avoir un produit et le coenzyme devient oxydé sous la forme NADP+. La concentration du NADPH, ici, elle doit être forte et celle du NADP+, doit être faible pour pouvoir justement aller dans le sens des produits. Autrement, la conséquence serait que dans la même cellule, on fait ou de l'anabolisme ou du catabolisme. Une telle situation amènerait à la mort tout de suite de la cellule. Je m'explique. Si la cellule utilisait le même coenzyme pour les réactions de dégradation, NAD+, et NADP H+. À ce moment-là, la cellule, pour cataboliser, pour aller par exemple vers les dégradations, il utiliserait soit l'un, soit l'autre. Et pour la biosynthèse, il va utiliser aussi soit l'un, le NADH, ou le NADPH. Et dans ce cas-là, il y aura un problème. C'est pour ça que la cellule a gardé le coenzyme NADPH pour les biosynthèses et le NADH pour le catabolisme et pour les énergies.
Voyons voir un peu en détail cette voie des pentoses phosphates. Cette voie, on l'a dit, elle fonctionne quand on a besoin de pouvoir réducteur et non pas d'énergie, malgré qu'elle soit oxydative. Cette voie va avoir deux branches, l'une oxydative, des réactions donc oxydatives, et des réactions non oxydatives. Les réactions oxydatives vont nous mener vers la synthèse du NADPH. Donc le point de départ, c'est le glucose 6-phosphate. En présence de NADP+, on va avoir une formation d'un pentose qu'on appelle le ribulose 5-phosphate, qui est un isomère du ribose 5-phosphate, et du NADPH qui va servir, comme on l'a dit, dans des réactions de biosynthèse. Et bien sûr, en cours de route, pour passer d'un C6 à un C5, il va falloir décarboxyler et enlever un carbone. La branche non oxydative, elle, c'est une série de réactions réversibles, d'isomérisation, de transfert de carbone, j'ai dit tout à l'heure, d'exose et de triose à partir des pentoses. On va voir un peu comment ça va se passer. Par exemple, grâce au ribulose qu'on a formé dans la voie oxydative ici, il y aura une isomérisation et on va passer de cette molécule de ribulose à une molécule de ribose. Et on peut passer aussi à une molécule de cellulose, qui est aussi un isomère du ribulose et du ribose. Donc, cette réaction va nous permettre d'obtenir trois types de pentose phosphate qui sont des isomères et qui vont se retrouver en équilibre dans la cellule, grâce justement à ces réactions d'isomérisation. Il y aura une autre phase de transfert des unités, des molécules sur d'autres, et on va par exemple passer du ribose 5-phosphate, qu'on vient de former lors de la deuxième phase, et grâce aux celluloses qu'on a formées aussi lors de la deuxième phase, on va transférer des carbones de l'un sur l'autre pour obtenir des molécules, par exemple fructose 6-phosphate et glycéraldéhyde 3-phosphate. Ces deux-là, ce sont deux pentoses. Alors imaginez, si vous enlevez deux carbones à un pentose, on obtient un glycéraldéhyde qui a 3 carbones. Et ces deux carbones vont se rajouter donc à une molécule qui a 4 carbones, par exemple l'érythrose, pour obtenir donc un fructose. On va voir ceci en détail dans les diapositives suivantes. Donc voilà le scénario, comment ça va se passer lors de cette voie des pentoses phosphates. Le point de départ, je l'ai dit tout à l'heure, est le glucose 6-phosphate, qui est une molécule commune donc, de la glycolyse et de cette voie oxydative des pentoses phosphates. Donc, ce glucose 6-phosphate, il va s'oxyder. Il va connaître une série d'oxydations et une décarboxylation, et on va passer du glucose 6-phosphate au ribose 5-phosphate. Ce ribose 5-phosphate, il va s'isomériser et s'éphémériser pour donner des isomères comme les cellulose 5-phosphate et le ribulose 5-phosphate. Ces molécules de cellulose et de ribose 5-phosphate, ils vont échanger des carbones entre eux grâce à des molécules, par exemple une transcétolase, pour obtenir une molécule à 7 carbones et un glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc on va enlever 2 molécules de ribose. Si on enlève 2 molécules de 5, ça fait 3, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et si on rajoute ces 2 molécules de carbone au cellulose qui a 5 carbones, il devient un composé à 7 carbones, c'est le cédoheptulose 7-phosphate. Ces 2 molécules, glycéraldéhyde et heptulose 7-phosphate, vont aussi échanger des carbones entre eux grâce à des enzymes, par exemple des transaldolases, qui cette fois-ci vont échanger 4 carbones à la fois. Si on enlève 4 de 7, on obtient 4, c'est l'érythrose 4-phosphate. Et ces 4, si on les rajoute à 3 ici, par exemple, 3, on enlève 3 ici seulement, de 7, on obtient 4.
Et si ces trois-là, on les rajoute au glycéraldéhyde, ça devient un 6, c'est le fructose 6-phosphate. Donc, la cellule va jouer en quelque sorte avec ces deux types d'enzymes pour obtenir des molécules à 7 carbones, des molécules à 3 carbones, à 4 ou à 6. Et quand on va obtenir donc l'érythrose 4-phosphate, qui a 4 carbones, une deuxième molécule de xylulose, qui est venue aussi c'est un épimère donc, du ribose, cette cellulose à 5 carbones va échanger des carbones grâce au transcétolase, donc 2 carbones vont ici s'enlever du xylulose et aller sur l'érythrose et on va obtenir d'un côté le fructose et de l'autre côté le glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors à la fin de toutes ces conversions non oxydatives, on va obtenir des molécules très connues, par exemple le fructose 6-phosphate qui peut s'isomériser et revenir au glucose 6-phosphate, ou bien on va obtenir directement des molécules qui font partie de la voie de la glycolyse, fructose 6-phosphate et glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc retenez bien, une voie oxydative qu'on appelle la voie des pentose-phosphates, qui a un point de départ commun à la glycolyse, qui est le glucose 6-phosphate, et le but est d'obtenir des molécules à 5 carbones qui vont servir comme point de départ à des conversions enzymatiques non oxydatives, ici, toutes réversibles, et qui vont mener à des composés connus. Et le chemin peut revenir vers la glycolyse via le fructose 6-phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate. Voyons un peu cette voie en utilisant cette fois-ci la structure des molécules. Alors le point de départ ici, c'est le glucose 6-phosphate comme je l'ai dit. Et on a cette fraction ici, ces trois réactions qui font partie ou qui constituent la voie oxydative de cette voie des pentose-phosphates. La première réaction, c'est une glucose 6-phosphate déshydrogénase et qui va utiliser comme coenzyme le NADP+. Donc, résultat, on obtient une molécule oxydée, on enlève ces hydrogènes qui vont partir sur le NADP pour donner le NADPH. Et on va obtenir cette molécule avec une fonction cétonique qu'on appelle la 6-phospho, parce qu'il y a un phosphate sur le carbone 6, la 6-phosphoglyconolactone. Lactone parce qu'il a une fonction cétone ici, sur le premier carbone. Cette molécule va tout de suite s'hydrolyser grâce à cette enzyme, la phosphoglyconolactonase, qui va utiliser une molécule d'eau ici, et qui va donner lieu à cette molécule qu'on appelle l'acide phosphoglyconique ou la 6-phosphoglyconate, parce qu'il y a toujours un phosphate ici. Et c'est un acide parce qu'il y a une fonction carboxylique ici en haut, sur le premier carbone. Troisième réaction qu'on voit ici, c'est encore une réaction d'oxydoréduction, d'oxydation, donc de cette molécule de phosphogluconate, le coenzyme, le NADP+, qui va devenir comme ici, comme dans la première réaction, du NADPH, et on va enlever cette molécule, donc cet atome d'hydrogène, et on va obtenir ici, sur le deuxième carbone, ici, une fonction cétonique, avec départ de cette fonction carboxylique sous forme de CO2. L'enzyme ici, c'est toujours une déshydrogénase comme lors de la première réaction. Et voilà, cet axe oxydatif de la voie des pentose-phosphates nous a permis de passer du glucose 6-phosphate, qui a 6 carbones, au ribulose 5-phosphate, qui est un isomère du ribose 5-phosphate, qui a 5 carbones. Et en cours de route, on a formé du NADPH et on a décarboxylé la molécule de glucose 6-phosphate. Le reste, la deuxième partie, donc la phase 2, c'est une réorganisation par isomérisation et épimérisation de ces molécules pour obtenir différentes molécules et la cellule va jouer donc sur ça, suivant ses besoins. Par exemple, on va partir
d'une molécule de ribulose 5-phosphate. Grâce à l'isomérase, on va obtenir des riboses 5-phosphate d'un côté. Et l'épimérase va utiliser donc le ribulose 5-phosphate pour le convertir en cellulose 5-phosphate. Voilà, cette molécule de cellulose et de ribose 5-phosphate ici, ils peuvent, grâce à la transcétolase, échanger donc 2 carbones ici, qui vont partir sur le ribose ici, et quand on rajoute 2 à 5 carbones, on obtient une molécule à 7 carbones, c'est le leptulose 7-phosphate. Et de l'autre côté, il nous reste 3 molécules de carbone qui vont donner ce qu'on appelle, et ce qu'on a vu donc lors de la glycolyse, le glycéraldéhyde 3-phosphate. Voilà, ces 2 molécules aussi vont échanger donc un certain nombre de carbones. Par exemple, ici, ils vont échanger la partie bleue 3 carbones qui vont partir sur le glycéraldéhyde 3-phosphate. On va obtenir le fructose 6-phosphate. Et le reste de la molécule, c'est une molécule à 4 carbones qui est l'érythrose 4-phosphate. Cette érythrose 4-phosphate, la cellule va l'utiliser avec une molécule de cellulose 5-phosphate pour échanger la partie donc de 2 carbones pour obtenir donc ici un fructose, l'érythrose 4 plus 2, ici on obtient une molécule à 6 carbones qui est le fructose 6-phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate. Le glycéraldéhyde 3-phosphate et le fructose 6-phosphate, tous deux vont rejoindre la voie de la glycolyse en cas de besoin énergétique. Sinon, la cellule va se contenter avec des molécules à 5 carbones comme le ribose en cas de besoin, par exemple, de biosynthèse des acides nucléiques. Ou elle va se contenter de molécules à 4 carbones comme l'érythrose 4-phosphate qui va lui servir de partir vers la voie des acides aminés aromatiques, comme je l'ai dit précédemment. Donc retenez bien cette voie des pentoses phosphates, une voie oxydative ici, qui va nous permettre de passer du glucose 6-phosphate au ribulose 5-phosphate, et des voies de conversion, de réorganisation de ces molécules qui sont toutes ici réversibles et qui vont nous permettre de passer entre plusieurs types de molécules, glycéraldéhyde, cédoéptulose, érythrose, cellulose, fructose 6-phosphate, etc., suivant le besoin des cellules. Ces 2 enzymes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont très importantes et qui jouent un rôle de conversion principal donc, dans cette voie de pentose phosphate, la transcétolase et la transaldolase. Donc, ces 2 enzymes vont nous permettre de transférer soit 2 atomes de carbone, soit 3 atomes de carbone. Pour la transcétolase, c'est 2 carbones, et pour la transaldolase, on va transférer 3 carbones à la fois. Par exemple, quand on a 2 pentoses, ici on utilise la transcétolase, les 2 carbones de l'un vont partir sur l'autre, et on obtient d'un côté un C7 et de l'autre côté un C3. Quand on va utiliser le C7 et le C3, grâce à la transaldolase, on va transférer 3 carbones de C7 et on va obtenir un C4. Et le résultat, 2 carbones, donc quand on enlève 3, les 3 vont se rajouter au C3 ici pour obtenir un C6. Et troisième possibilité, le C5 de départ, de la voie oxydative, va se rajouter à cette molécule qu'on vient de former, un C4, et ils vont s'échanger 2 carbones grâce à la transcétolase pour obtenir d'un côté un C6 et de l'autre côté un C3. Si on veut faire un bilan, on va partir de 3 C5, l'une ici, l'autre là et l'autre là, donc 3, et en fin de compte, on va obtenir 2 C6 et un C3. Donc on part de 3 pentoses et on va obtenir 2 hexoses et un triose. Donc on part du glucose 6-phosphate, on fait l'oxydation, on fait les conversions et on retombe sur des molécules qui font partie de la même voie de la glycolyse comme
le glucose 6-phosphate de départ. Donc ici, on voit bien la transcétolase qui nous permet donc de transférer cette partie à 2 carbones de la molécule, alors que la transaldolase, il nous permet de transférer 3 carbones des molécules des oses donc qu'on a vu précédemment. Donc, revenons donc à l'action de ces enzymes en détail en utilisant les structures des molécules. Par exemple, ici, on a le cellulose, ici 5-phosphate, avec une molécule de ribose. Ils vont s'échanger donc les 2 carbones ici, et on va obtenir d'un côté ce qui reste ici, un glycéraldéhyde, et ici, ça s'est transformé en éptylose 7-phosphate. Deuxième possibilité, cette molécule à 7 carbone va, avec la glycéraldéhyde, échanger des parties de cette molécule de 3 carbones grâce à la transaldolase. Et d'un côté, on va obtenir une molécule à 4 carbones, l'érythrose 4-phosphate. Et de l'autre côté, les 3 vont se rajouter ici pour obtenir un fructose 6-phosphate. Et dernière possibilité, le cellulose 5-phosphate, avec cette molécule à 4 carbones qu'on vient de former, ils peuvent échanger aussi 2 carbones grâce à une cétolase, une transcétolase, pour obtenir d'un côté un glycéraldéhyde et de l'autre un fructose 6-phosphate. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait un bilan, on part de ribose 5-phosphate, qui est là, et de 2 cellulose 5-phosphate, là et là, et on obtient 2 molécules de fructose 6-phosphate ici, et une molécule de glycéraldéhyde qui est là. Donc, la voie des pentoses phosphates peut devenir un cycle qui oxyde le glucose à CO2. Donc, le glucose de départ, il va donner du glucose 6-phosphate grâce à la glucokinase et l'exokinase. Et ce glucose 6-phosphate, il aura 2 possibilités. Soit partir directement, si la cellule a besoin d'énergie, directement vers la glycolyse, cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Soit au contraire, si la cellule, entre-temps, a besoin donc de synthétiser, par exemple, des acides nucléiques, on va utiliser cette voie des pentoses phosphates qui donne lieu à du ribulose 5-phosphate, comme on l'a vu dans la voie oxydative, et qui est un isomère du ribose 5-phosphate qui peut partir vers la synthèse des acides nucléiques. Et on a vu que dans la deuxième partie de cette voie des pentoses phosphates, ces pentoses, cellulose, ribulose et ribose, ils peuvent faire des conversions et aller vers le fructose d'un côté et le glycéraldéhyde de l'autre. Donc, on voit bien que c'est un cycle. On part d'une molécule de la glycolyse et on va faire un shunt, un court-circuit vers des pentoses phosphates et revenir vers des molécules qui peuvent donner lieu aussi par conversion ou par réversibilité, revenir au glucose 6-phosphate, pardon. Donc, retenez bien, voie des pentoses phosphates, elle permet la formation du NADPH, qui va servir dans les voies de biosynthèse. On va obtenir des pentoses qui vont soit être utilisées dans des voies biosynthétiques comme la voie des acides nucléiques, ou au contraire, on va revenir donc par des conversions vers des molécules qui peuvent aller vers la voie oxydative énergétique classique, la glycolyse, cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Et c'est le besoin de la cellule qui va nous permettre d'aller vers une voie ou une autre. Ici, une chose très importante, cette voie est très régulée. Donc, je l'ai dit dans les cours précédents, toutes les voies métaboliques ne fonctionnent pas comme la cellule veut, mais comme le besoin l'impose à elle. Donc, cette voie de régulation des pentoses phosphates est très régulée. On ne peut pas fabriquer autant qu'on veut de NADPH, par exemple, ou de ribose.
Donc la première étape de la voie, catalysée par la déshydrogénase, la voie oxydative, elle est irréversible. Et c'est cette voie qui contrôle le flux de la voie des pentoses phosphates. Donc encore une fois, c'est toujours le premier enzyme d'une voie métabolique qui est contrôlé, et c'est là où vont se passer les régulations. Le facteur régulateur le plus important est la concentration du NADP+. Plus il est disponible, et plus cette voie va être activée. Donc le NADP+, sa concentration, plus elle est grande, plus elle va activer la voie des pentoses phosphates. Au contraire, si c'est le NADPH qui est en quantité énorme, en quantité très grande dans la cellule, c'est le NADPH qui va venir inhiber, désactiver cette voie. Cette diapositive, il va donc nous donner une vue globale, il va nous permettre un peu de faire une sorte de bilan d'oxydation de cette voie des pentoses phosphates et voir un peu son point commun avec la glycolyse. Donc si on part d'une molécule de glycose 6-phosphate, ici, et on va vers la voie des pentoses phosphates, et on a vu tout à l'heure que cette voie oxydative donne lieu à des ribuloses 5-phosphate. Donc si on part de 6 glucose 6-phosphate, on va utiliser 6 NADP+, puisque chaque molécule va utiliser une molécule de NADP+, donc 6 vont utiliser 6. Les 6 ici, après la réaction d'oxydation, vont se transformer en 6 NADPH, et le glucose 6-phosphate va devenir 6 molécules de phosphogluconolactone. Après, on a dit il y a une hydrolyse, on forme l'acide phosphoglyconique, on est parti de 6, donc on va obtenir 6 acides, et ces 6 acides vont connaître une deuxième oxydation grâce au NADP+, qui va devenir du NADPH, et on va obtenir donc des ribuloses, des molécules à 5 carbones, 6 molécules à 5 carbones, parce qu'il y a des décarboxylations, donc 6 fois CO2 qui vont s'enlever de ces molécules de phosphogluconate. Donc retenez bien, on peut vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. 6 molécules de glucose 6-phosphate, combien de carbone? 6 fois 6, 36. Et ici, on a obtenu 6 molécules de ribulose 5-phosphate qui ont 5 carbones, 5 fois 6, 30, plus les 6 CO2 dégagés ici, ça fait 36. Donc, le compte est bon en termes de carbone. Alors, on a vu tout à l'heure les réactions de conversion. Ces ribuloses 5-phosphate vont s'isomériser en ribose 5-phosphate. Donc, si on prend 2 ribuloses, par exemple, on va obtenir 2 riboses. Les 2 ribuloses suivants vont s'éphémériser en cellulose. Et les 2 autres aussi, ils vont s'éphémériser en cellulose. Donc, on va obtenir, à partir de ces 6 molécules de ribulose, 2 riboses et 4 celluloses. Ces 2 riboses et ces 2 celluloses vont s'interconverser entre eux et on va obtenir 2 molécules d'éptylose 7-phosphate d'un côté et 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate de l'autre. Parce qu'on a dit, on a vu dans les diapositives précédentes, qu'une molécule de ribose et une molécule de cellulose peuvent donner lieu à une molécule d'éptylose d'un côté et une molécule de glycéraldéhyde. Donc 2 et 2 vont donner 2 et 2. Maintenant, ces molécules de glycéraldéhyde et d'éptylose 7-phosphate vont encore échanger des parties et on va obtenir des molécules à 4 carbones, l'érythrose 4-phosphate. Tout à l'heure, on avait obtenu une parce qu'on avait utilisé un glycéraldéhyde et un éptylose. Ici, on utilise 2, donc on va obtenir 2 d'un côté et de l'autre côté, on va obtenir 2 molécules de fructose 6-phosphate. Ces 2 érythroses 4-phosphate vont échanger des parties moléculaires, donc un certain nombre de molécules de carbone avec 2
molécules de cellulose 5-phosphate. Et d'un côté, on va obtenir encore 2 fructose 6-phosphate. Et de l'autre côté, 2 glycéraldehyde 3-phosphate qui peuvent aussi donner une molécule de fructose 6-phosphate. Donc, on est parti de 5 molécules de ribulose 5-phosphate, des pentoses, pour obtenir 5 molécules à 6 carbones, les fructose 6-phosphate. Donc, 6 ici fois 5, ça fait 30 carbones. Et ici, 6 fois 5, ça fait 30 carbones. Le carbone est le même, que ce soit au niveau des ribuloses 5-phosphate, ici les 6, donc on avait trouvé 30 carbones, et ici au niveau des fructoses, les 5 fructoses, 30 carbones. Donc le nombre est le même. Ces 5 fructose 6-phosphate, ils peuvent s'isomériser maintenant en 5 glucose 6-phosphate. Et si on rajoute une molécule de glucose 6-phosphate, une nouvelle qui rentre dans la cellule et qui va subir le même sort que ces 6 glucose 6-phosphate de départ, on va obtenir donc 5 plus 1, ça fait 6. Et on revient donc aux 6 glucose 6-phosphate de départ. Donc ça fait un cycle. On part de 6, on décarboxyle, on obtient des ribuloses, on fait des conversions et on revient vers les 6 glucose 6-phosphate. Donc en résumé, comme si on avait une molécule de glucose 6-phosphate qui est rentrée dans ce cycle et qui s'est décarboxylée ici en formant des NADPH, donc un pouvoir réducteur important qui va nous servir dans les biosynthèses. Donc en résumé, ce cycle des pentoses phosphates, son importance réside dans la production d'un pouvoir réducteur et de ces molécules de pentose phosphate, que ce soit le ribose pour les acides nucléiques, l'érythrose pour la synthèse des acides aminés aromatiques, le glycéraldehyde 3-phosphate et le fructose 6-phosphate, eux, vont rejoindre la glycolyse. Donc, suivant les besoins de la cellule, on va vers tel ou tel composé. Ici, la voie oxydative, on l'a vu, elle est irréversible, parce qu'elle est très contrôlée. Et ici, les voies ou les conversions sont réversibles.